Bonjour, bienvenue à tous, à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle heure de Bachelot. Vous pourrez intervenir au 01 41 41 10 20 4 26 26 pour les SMS et les tweets LHDB. Mais tout de suite, le sommaire, c'est Nivine Potros. Au sommaire de l'heure de Bachelot, une petite phrase qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Emmanuel Macron a estimé que les gilets jaunes qui manifestaient étaient complices des violences. Lorsque on va, le samedi, dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Des gilets jaunes victimes d'une justice d'exception, selon une note du parquet de Paris, il aurait été recommandé de les maintenir en détention les jours de manifestation. Au programme également, ce sondage qui devrait donner le sourire au président. Emmanuel Macron gagne 4 points de code de confiance. Sa parole porte, la confiance revient et c'est très bien. Après 24 heures de polémique et un flot de messages haineux, Decathlon renonce, le hijab sportif ne sera pas vendu en France. Je vous annonce que ce produit ne sera pas, jusqu'à nouvel ordre, commercialisé en France. Donc sommaire qui commence à exciter ceux et celles qui sont autour de ce plateau. Donc pour en discuter avec vous, Bertrand Perrier, bonjour. Bonjour Bertrand, Roselyne, bonjour. Avocat, auteur de La parole est un sport de combat, un best-seller que je recommande à tout un chacun, maintenant que l'éloquence est dans tous les programmes et qu'on ne parle que de ça. Sarah El Haïry, bonjour. Députée modem de Loire-Atlantique, habituée de notre plateau. Pierre Jacquemin, rédacteur bonjour. en chef de la revue Regard. Alors ça c'est la dernière mouture de la revue consacrée aux Gilets jaunes, donc particulièrement d'actualité. Et puis vous avez donc sur votre site un débat permanent. Sur le site tous les jours de l'actualité nouvelle, une émission quotidienne avec un invité qu'on entend assez peu en général, de manière générale, c'est des invités qu'on va chercher qui nous parlent de choses et d'autres qu'on n'entend pas ailleurs. Donc on y va, c'est www.regard, tout ça, Regard au pluriel. Regard au pluriel. Au pluriel. Et puis Sergio Coronado, bonjour. Vous êtes à nouveau sur notre plateau et vous êtes candidat, la France Insoumise, aux élections européennes de juin prochain. De mai prochain. De mai prochain, oui, pardon. Mais la donne aura changé. Le mois prochain, vous avez raison, Roselyne, sans doute. Heureusement que vous êtes là pour me rappeler les dates. Et oui, bien, merci Sergio Coronado. Alors la phrase qui fâche, on va écouter le président de la République. C'est un miracle qu'après autant de samedis, avec cette violence à certains moments et dans certains endroits, il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part, justement, des forces de l'ordre. Nous ne pouvons, de manière raisonnable, pas interdire les manifestations, comme je l'entends parfois. Par contre, il faut maintenant un message clair de tout le monde. Et moi, je suis content que maintenant tout le monde soit clair sur ce sujet, parce que parfois des gens n'ont pas été clairs. Et il faut maintenant dire que lorsque on va, le samedi, dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Alors, complice du pire, Pierre Jacquemin, complice du pire. J'ai envie de dire que le complice du pire, il est en la personne du président de la République. C'est quand même lui qui est à l'origine de toute cette tension, de toute cette colère sociale, de toute cette violence aussi. Il est lui-même le premier à avoir validé la violence. On l'a tous dénoncé, les Gilets jaunes les premiers les ont dénoncés. Mais qu'est-ce qui s'est passé si ce n'est que le gouvernement a infléchi la politique qui était la sienne, si ce n'est que le gouvernement a fait des propositions nouvelles à partir du moment où il y a eu des faits de violence. Par ailleurs, il est le premier condamné aujourd'hui à l'échelle européenne. Le Conseil de l'Europe hier a annoncé qu'il était hors de propos. Il était hors de question d'ailleurs. Il était même il y avait trop d'usage de ces balles de défense par les forces de police. Et donc la violence qui a été celle aussi des forces de police est une complicité du pouvoir en place. Et donc ça aussi, Emmanuel Macron, il est complice de cette violence. La violence attire la violence. Donc oui, il y a eu des violences. Emmanuel Macron fait un amalgame entre ce que sont les Gilets jaunes et les quelques personnes qui ont radicalisé le mouvement et qui ont porté des faits de violence sur les Champs-Élysées et ailleurs. Il y a cet amalgame-là. Emmanuel Macron n'est pas le mieux placé aujourd'hui pour dire que ce sont seulement les Gilets jaunes qui seraient les plus violents. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement, encore une fois, légitime. Lui-même, Emmanuel Macron s'est revendiqué d'être un Gilet jaune à un moment donné. Donc à un moment donné, cette provocation permanente est
est insupportable et elle attise encore une fois la violence. Sarah El Haïry, il y a provocation là, de la part du président de la République? Non, le président de la République n'a pas été dans la provocation ni quoi que ce soit. Il a juste dit la vérité et ce que tout le monde pense foncièrement. Y compris les gilets jaunes sur la question de la violence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à notre 16e samedi, que tout le monde est épuisé, qu'il y a aujourd'hui un grand débat qui est... les gilets jaunes. Mais bien sûr, mais quand je dis tout le monde, je n'exclus personne. Par contre, vous savez comme moi qu'aujourd'hui les manifestations, il y en a de plus en plus qui ne sont pas déclarées à nouveau. Et il se trouve qu'on a une autre chose, c'est qu'on sait que des groupes de casseurs, des spécialistes, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, viennent volontairement troubler parce qu'ils veulent casser notre pays, ils veulent casser nos institutions. Là, vous avez raison, c'est que vous reconnaissez vous-même que vous ne parlez pas des gilets jaunes. Emmanuel Macron parle des gilets jaunes. C'est là où il y a le président de la République, il parle de ceux qui... Exactement. Le président de la République, il parle de ceux qui restent dans ces manifestations, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un grand débat, que le temps est à la construction et aux échanges, à la parole. Quand la colère s'est exprimée le 17 novembre dernier, il s'est passé quoi? On a d'abord voté des mesures d'urgence. Ensuite, deuxième phase, on parle, on débat. Et je vois que les Français, ils se sont mobilisés. On a plus de 10 000 réunions sur le territoire. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont de bonne foi, parce que je pense qu'il y en a un certain nombre encore, eh bien, ne sortez pas, bon sang, venez débattre. Vous dites aux gens de ne pas manifester, mais les deux ne sont pas incompatibles quand même. Aujourd'hui, on est passé à une deuxième étape. Quand on voit les conséquences sur les commerces, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des groupes, ces groupes extrêmes qui veulent casser, qui s'infiltrent, ils prennent en otage une partie de ces gilets jaunes, qui veulent être dans une manifestation peut-être plus calme. Mais ce n'est pas entendable. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont épuisées. Je suis effaré, moi, en fait, de vous entendre, mais d'entendre également le président de la République. Effaré et pas surpris, en fait. Nous avons un mouvement social qui dure depuis 16 semaines. Je trouve que réduire, quand on est un responsable politique comme vous ou comme le président de la République, un mouvement social de très grande ampleur, tout à fait inédit, qui vient des profondeurs de la société française, qui demande de la justice sociale, qui demande de la justice fiscale, de l'égalité, de la participation avec la revendication autour du référendum d'initiative. Tout le monde est d'accord ? Laissez-moi conclure. Je trouve que le réduire à des manifestations de violence, le caractériser ainsi, et puis dire finalement que les gens qui se prêtent aux mobilisations, qui vont le samedi manifester, moi j'y vais depuis le départ. Et je trouve que, comme élu, les élus auraient dû y être. En fait, quand on est élu, on doit discuter. Si on est d'accord. Rencontrer. Et il y a des élus qui l'ont fait, certains l'ont fait de manière très visible, comme Esther Benbassa ou comme des élus de la France Insoumise. Mais ce que je constate, c'est qu'avec vous, en fait, on a commencé avec les Ligues de 34 et qu'on finit avec les collaborateurs et maintenant avec les... J'ai reçu les gilets jaunes toutes les semaines. C'est bien de les recevoir, mais c'est bien aussi d'aller à leur rencontre, autour des ronds-points, autour des manifestations. Mais c'est ce qui a été fait sur mon territoire. Je disais aussi tout à l'heure, en commençant mon intervention, que ça ne me surprenait pas, en fait. Ce que je trouve de tout à fait continu dans l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est cette espèce de petites phrases, de condescendance permanente. Je lisais il y a quelques mois, au moment de la parution de son livre « Qui a tué mon père », des propos d'Édouard Louis, qui disait finalement ce qui a disparu avec Emmanuel Macron, c'est la honte, en fait. La honte. Oui. C'est-à-dire que c'est cash, c'est sans filtre. Il parle de ses concitoyens souvent avec... une volonté de provocation, de stigmatisation. Il l'a dit sur les chômeurs, sur les pauvres, sur les gilets jaunes. Moi, je suis tout à fait surpris qu'on puisse caractériser un mouvement de cette ampleur de manière aussi caricaturale. On va écouter Nicolas Dupont-Aignan et je vous fais réagir tout de suite après. Nicolas Dupont-Aignan qui va dans le sens de Sergio Coronado. Bah oui. Bon, c'est à nouveau l'Emmanuel Macron qu'on connaît bien, qui s'était calmé quelques mois sous la pression populaire et qui redevient ce qu'il est, méprisant, insultant des millions de Français qui se sont levés tout simplement pour vivre de leur travail. Ce qui ne va pas là, c'est que le président de la République, en fait, dresse les Français les uns contre les autres. Il aggrave ce face-à-face entre deux France. Je crois que le rôle d'un responsable politique sérieux, c'est de proposer des solutions sérieuses pour débloquer la crise et en finir avec ces manifestations qui pourrissent la vie économique du pays. Mais il faut s'interroger sur les causes, au lieu toujours d'accuser ceux qui manifestent plus ou moins correctement. Alors, un président insultant... Non, en réalité, moi, ce que je me pose comme question, c'est l'utilité de cette déclaration et de remettre un peu 100 balles dans la machine. En fait, c'est un peu ça. Le truc est en train de s'essouffler plus ou moins. Il y a de moins en moins de manifestants. Quel était l'intérêt de dire complice du pire? C'est quand même une phrase qui n'est pas anodine. Complice du pire, c'est quoi le pire? C'est quand même une phrase extrêmement forte. Je vois pas bien l'intérêt d'hystériser de nouveau le débat sur les gilets jaunes, alors qu'il y a un grand débat national, qu'on voit bien qu'il n'y a plus vraiment dans les derniers week-ends
week-end d'événements marquants au cours des manifestations. Si, à Clermont-Ferrand quand même ce week-end. Hein. Oui, enfin, il y a plus comme il y avait encore il y a un mois des manifestations extrêmement violentes, dures. Là, on voit bien. En fait, voilà, mon interrogation, c'est quel est l'intérêt de remettre 100 balles dans la machine pour que on refasse parler. C'est de durcir en fait. C'est de durcir, c'est de construire. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt tactique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en fait même le ministère de l'Intérieur l'a reconnu le dernier samedi. Les chiffres de participation sont un peu en hausse en fait. Oui, mais ça monte et ça continue en fait. Et avec le retour des beaux jours et puis la conjonction possible en fait, parce que c'est en train d'être discuté, et notamment par une partie des représentants des Gilets jaunes, entre la mobilisation climat, la prochaine marche, le 16 mars en fait, prévoit en fait une conjonction entre gilets jaunes et manifestations climatiques en fait. Et donc si la jeunesse et les gilets jaunes se mettent de concert à manifester pour contester la politique d'Emmanuel Macron, vous ne connaissez pas la sortie de crise en fait. Vous ne connaissez pas la sortie de crise. Et ce qui me frappe aussi dans la phrase, c'est vraiment complice du pire. C'est vraiment les deux mots. Le pire, on ne sait pas trop ce que c'est. Et juridiquement, la complicité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on participe sciemment. Moi, je peux expliquer, parce que je l'ai vu de ma fenêtre. J'ai vu, par exemple, des casseurs casser les éléments de la brasserie qui étaient là et brûler une mobilette de quelqu'un qui doit s'en servir tous les matins pour aller à son travail. Et j'ai vu des gilets jaunes absolument pacifiques, ils étaient une centaine, à protéger les casseurs et à empêcher les forces de police d'empêcher les casseurs d'intervenir. Or, des gens qui vous disent, ils sont complètement pacifiques. Oui, je les ai vus, ils étaient là, hein, sur la rue. La complicité, c'est l'aide ou l'assistance à une infraction pénale. L'aide ou l'assistance, c'est ça. Nous avons vu sur tous les plateaux de télévision après le samedi de manifestation des Gilets jaunes, la voiture de Vigipirate brûlée en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on a appris ? En fait, c'est que la personne qui a mis le feu, d'abord, elle n'était pas un gilet jaune, mais était un casseur qui était fiché par la police, qui était suivi par des policiers depuis 14 heures. Il avait mis le feu à une Porsche, il avait cassé des vitrines. Et les policiers, quand ils ont demandé à la préfecture de police, est-ce qu'on l'arrête ? Est-ce qu'on le saisit ? Est-ce qu'on se précipite ? On l'extrait de la manifestation ? On leur a dit quoi aux policiers qui le suivaient ? Laissez faire, continuez. Et donc, ça permet aussi de mettre en scène, en fait, la conflictualité, les débordements, les dérapages de ce mouvement. Ça, c'est pas rien. Non, mais là, en l'occurrence... Et on peut dire quand même à des gilets jaunes qui protègent les casseurs, parce qu'il y en a qui protègent les casseurs, Roselyne, soyons clairs. Leur dire, c'est quand même pas incroyable. Je vais faire un point. Ça, c'est un acte positif de complicité. Empêcher l'arrestation de quelqu'un, ok. Après, quand ils disent complice du pire, on a l'impression que toute personne qui viendrait manifester, quel que soit son comportement, serait complice du pire. Or, la complicité suppose quand même un agissement. C'est en ça que je trouve que l'expression est un peu maladroite et excessivement large. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une manifestation, et d'ailleurs... Violente. Non, mais c'est aussi ce que dit la loi anti-casseurs. C'est bien le problème de cette loi aussi anti-casseurs. C'est qu'aujourd'hui, un préfet, une autorité administrative pourra décider que monsieur untel, moi, parce que j'ai été pris en flagrant délit avec je ne sais pas qui dans une manifestation alors que j'étais juste en train d'échanger, un préfet pourra décider que je n'aurai pas le droit d'aller manifester pour la marche climat ou pour une manifestation. Alors attendez, je parle de la proposition de loi, mais ça a à voir aussi avec la phrase de monsieur Macron, parce que quand Macron nous... Je peux pas dire ça. Oui, mais alors là, vous êtes en train de dire des contre-vérités sur la loi qui a été votée. En allant à une manifestation, parce que potentiellement dans une manifestation, il peut y avoir des faits de violence, il ne faut pas aller manifester. Et vous l'avez dit vous-même, n'allez pas manifester, participer au débat. Bordel, mais on peut faire les deux, non ? On peut aller manifester son mécontentement et participer à un débat pour faire des propositions. Qu'est-ce qui va advenir de ce débat ? Le problème, c'est que ce débat, on ne sait pas de quoi il va devenir. Et le problème que ça va créer, c'est qu'en plus de la colère, le principe d'un débat, justement, c'est que quand le principe d'un débat, c'est que c'est à la fin. Quand un gouvernement, comme le dit Roselyne régulièrement, c'est à la fin. Me la faites pas à l'envers. C'est l'État qui organise c'est le gouvernement qui organise ce débat. Donc, c'est le principe. Voilà. Il a seul la légitimité pour ça. Vous pouvez me laisser terminer. Donc le gouvernement aurait dû dire quelles seront les formalités, quelles seront les règles du jeu pour la fin de ce débat. Ce qui va se passer, c'est qu'en plus de la colère du peuple qui s'exprime en ce moment, il y aura la frustration. En plus de la colère, il y aura la frustration. Et la colère plus la frustration, ça fait jamais rien de bon. Et c'est bien le problème de ce n'est pas vrai. Vous êtes extrêmement négatif sur la fin du grand débat. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils se mobilisent. Ils ont envie de venir. Si dans les règles du jeu, si les gens demandent... J'ai une question, mais si à un moment donné, j'ai participé à un grand débat. Mais moi, vous savez, j'en ai organisé plus d'une dizaine. J'ai écouté ce que les gens disaient. Donc les gens, effectivement, il y a des gens qui disent c'est très bien, il faut réduire les dépenses publiques, machin. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que aussi, dans le top niveau des revendications, c'est qu'il faut revenir à un système fiscal qui soit juste.
je suis au cœur de d'accord cette avec ça. réforme, il y a la question de la remise en place de l'ISF. Si ça fait partie, selon vos algorithmes qui vont faire remonter les éléments. Il n'y a rien du tout. Si, c'est les algorithmes qui vont faire remonter les éléments des propositions des Français. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas que pour vous, Pierre Jacquemin. Il y a un moment, justice fiscale. Évidemment, moi aussi, je veux de la justice fiscale. Et j'ai entendu plein de propositions. Il n'y a pas, je veux dire, la justice fiscale ne vous appartient pas ou appartiendra à quelqu'un d'autre. On se bat tous pour. Mais non, c'est qu'aujourd'hui, la justice fiscale, elle passera par énormément de réformes. La politique familiale, plus de tranches. Eh bien, moi, je ne fais pas de politique avec des totems. Et c'est pas bien de faire ça parce que vous divisez, alors qu'il y a plein de revendications qui permettraient de la justice fiscale. On va entendre Nicole Delhérault. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Je voulais tout simplement dire que les Gilets jaunes ne sont pas des casseurs et que M. Macron, il est peut-être instruit, mais il n'est pas très intelligent parce qu'il envenime les choses et il va monter encore plus la colère des Gilets jaunes en pression, c'est tout. Et pourtant, je ne suis pas Gilet jaune et j'ai participé à des manifestations et les manifestations se passent très bien jusqu'à ce que des casseurs arrivent. Donc, ils connaissent l'identité des casseurs, ils n'ont qu'à les arrêter. L'État, le gouvernement est bien placé pour les arrêter avant la manifestation. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous pensez que tous les casseurs sont connus vraiment, Nicole? Pardon? Vous pensez vraiment que tous les casseurs sont connus? Vous savez, quelquefois, il y a des casseurs, il y a des bandes de casseurs qui viennent même de pays étrangers, hein, d'Allemagne en particulier. Les casseurs, ils sont fichés, ils les connaissent. Oui. Je suis désolée. Moi, je pense que le Donc, gouvernement, il faut tous les mettre au trou, là. Des casseurs, pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes, c'est tout. Non, je trouve que le mot. Moi, je suis contre la violence ou contre tout ce qui se passe. Les Gilets jaunes sont des gens. Moi, j'ai des amis qui sont Gilets jaunes. Ils manifestent dans le calme. Et je pense que les Gilets jaunes, on leur doit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, notamment le débat. Qui ne se passerait pas s'il n'y avait pas les Gilets jaunes. Moi, je travaille, je suis pas à la rue, hein, je suis fonctionnaire, je suis pas à la rue, mais je remercie les Gilets jaunes pour tout ce qu'ils font, pour les Français moyens, pour ceux qui souffrent, qui ont des petits salaires, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien, et c'est pas les Gilets jaunes qui cassent. Par contre, je pense que le gouvernement maintenant pourrait faire certaines choses. D'accord. Et ça arrêterait toutes ces manifestations. C'est vrai que les commerçants ont peut-être perdu de l'argent, mais moi je discute avec des commerçants de l'Hérault. Moi, j'ai des amis qui ont des commerces. Elles me disent l'année passée, on n'a pas fait un chiffre important non plus. Hein. Merci. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a de plus en plus, on pensionne de plus en plus d'argent aux Français et après les gens n'ont pas le pouvoir d'achat, c'est tout. Hein. Tout simplement. Merci Nicole, on a bien compris, vous remerciez les Gilets jaunes de leur action. Justement, Nicole disait, il faut mettre en prison les casseurs, les arrêter. Il y a une note du procureur de Paris, du procureur de la République de Paris qui fait polémique, Rémi Heitz, qui évidemment indique qu'il faudrait le maintien en détention des manifestants jusqu'au samedi soir. On dit le maintien en garde à vue, pas en détention. Oui, pardon, mais merci. J'ai fait une faute. En garde à vue, pardon. En garde à vue jusqu'au samedi soir ou au dimanche. Pour éviter qu'ils participent à la manifestation. Qu'ils participent à la manifestation. Et le maintien sur ce qu'on appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires des manifestants, dont la procédure a été classée sans suite. Il n'y a pas de fait constitué et pourtant, ils sont fichés. J'avoue que la note du procureur de la République, elle date du 12 janvier, je le rappelle. Elle a été révélée par Le Canard. Voilà, exactement. Et évidemment, ce matin ou hier, c'est le secrétaire général du syndicat de la magistrature qui est monté au créneau pour exprimer son indignation, M. Vincent Charmoyot. Je me tourne vers l'avocat, le juriste. Oui, c'est des choses que les avocats de permanence qui défendent aux comparutions immédiates, lundi après lundi, les Gilets jaunes constatent de façon très, très claire. En fait, il se trouve qu'effectivement, on le voyait, enfin dans les informations qui remontaient du terrain, on voyait bien que les gardes à vue étaient systématiquement prolongées. Une garde à vue en France, c'est 24 heures, plus éventuellement 24 heures à la compter de l'interpellation de la personne. Les 24 premières heures sont sous le contrôle du procureur de la République, mais la prolongation est subordonnée à son autorisation. Et on voit bien qu'il y a eu une politique assez généralisée, je crois, de poursuite de la garde à vue, alors même que les 24 premières heures auraient probablement permis de faire la lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas une autorisation
instrumentalisation complètement discrétionnaire. C'est on poursuit la garde à vue si cette deuxième période de 24 heures a un intérêt pour la manifestation de la vérité, pour faire une perquisition, pour entendre un témoin, etc. Et on voit bien qu'il y a en quelque sorte un petit peu des gardes à vue préventives dont la prolongation n'est pas juridiquement fondée par un souci d'investigation complémentaire sur cette deuxième phase, mais juste d'éviter que la personne ressorte et n'aille manifester. Donc je suis assez inquiet de cette instrumentalisation de la garde à vue, non pas à titre de répression ou de recherche de la vérité sur une infraction, mais à titre de prévention sur des manifestants qui pourraient et qu'on retient sans véritable raison. Henri Leclerc avait déjà, en début d'année, en fait, dénoncé le détournement de la garde à vue comme outil de maintien de l'ordre public. En fait, il avait en effet signalé que les potentiels manifestants étaient gardés à vue sans que de motifs sérieux aient pu justifier en fait la garde à vue. C'est qu'en réalité, il y a tellement peu de contrôle juridictionnel sur cette prolongation qu'en fait c'est devenu discrétionnaire. C'est ça le problème. Oui, mais là ce qui aggrave la situation et le sentiment, ce qui aggrave la situation et ce qui aggrave le sentiment, c'est d'abord une réalité. C'est un mouvement social d'une très grande durée, mais qui a connu une répression tout à fait inédite. Ce qu'on oublie de rappeler quand même, Pierre Jacquemin l'a rappelé tout à l'heure, des voix qui s'élèvent au Conseil de l'Europe, aux Nations Unies, le défenseur des droits, sur la répression, la brutalité de la répression, l'usage d'armes mutilantes, comme les lanceurs de balles ou comme les grenades de désencerclement, qui ont fait sans cesse mutiler des personnes qui ont vu leur vie brisée, qui ont eu une main arrachée, qui ont été éborgnées, qui ont été blessées à la tête ou au thorax. C'est une réalité et on n'avait pas vu ça depuis fort longtemps en France. Heureusement d'ailleurs, mais c'est une inquiétude qui dépasse d'ailleurs nos frontières. La pratique, parce que cette note, elle indique une pratique qui vise à être généralisée par les parquetiers. Voilà. C'est quand même l'utilisation de manière détournée de la garde à vue. Et ce n'est pas simplement le détournement de la garde à vue, c'est une entrave à un principe constitutionnel qui est d'abord la liberté d'aller et venir et le principe constitutionnel de manifester. Le droit de manifester est un principe qui, depuis 1995, a valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc moi, je trouve en effet que cette note est très inquiétante parce que, il me semble en fait, elle prédit l'avenir qui est en train d'être discuté au travers de la loi anti-casseurs. Qu'est-ce qu'on voit en fait au travers de cette loi ? Et ça a été dénoncé par 50 de vos collègues, madame. 50 de vos collègues ont dit, Aurélien Taché, que vous connaissez bien, qui est parfois invité ici, a dit que c'était une atteinte à la liberté de manifester, que c'était l'ère de soupçon qui était introduite dans la loi. Sarah El-Haïry, le MoDem est souvent la voix de la raison dans le soutien au gouvernement. C'est quand même, faut faire quelque chose là. Oui, c'est la voix de la raison et cette loi, en réalité, elle permet finalement de protéger le droit de manifester. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas ce que dit Laurence Wisniewski, la magistrate qui est membre du MoDem et députée comme vous, madame. Vous pouvez me laisser aller au bout de ma phrase. Oui, en mais général, elle ne dit pas ça à votre collègue. Eh bien si, parce que je travaille avec Laurence Wisniewski. Elle ne le dit pas. Et parce qu'elle considère... je connais quand même ma collègue. On travaille ensemble. Mais vous allez me laisser pouvoir terminer. Mais vous mentez. Alors là, je ne vous permets pas de dire ça, parce que je dis sur exactement. De Laurence Wisniewski, si. Mais alors, c'est quand même grossier. Non, c'est pas grossier. Je vais vous dire, c'est extrêmement grossier. C'est extrêmement grossier ce que vous faites, parce que ma collègue Laurence Wisniewski, qui a travaillé sur le texte, a elle-même, si vous prenez ses déclarations à la tribune, dit qu'il fallait voter ce texte et qu'il fallait l'améliorer au moment de la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est grillé, ça. Mais pourquoi ? Parce que cette loi, elle permet quoi ? Elle permet, comme a dit la dame, finalement, d'arrêter les casseurs. Et elle préconisait quoi ? Elle préconisait que ça soit acté dès le moment qu'il y a une décision de justice, parce que c'est la justice qui doit décider. Mais elle préconisait également. Elle préconisait également. C'est pas ce que dit le projet. Le projet dit la chose suivante. Parce que la réalité. Vous pouvez vous voir interdire le droit de manifester par simple décision, madame, par simple décision du préfet. Donc il n'y a pas d'intervention d'un juge. Ça a été dénoncé par les avocats, par le syndicat de la magistrature. Mais c'est faux. Ce n'est pas faux. Vous avez lu le texte, madame ? Vous avez lu le texte ? Pour le coup, c'est pas faux, mais ça sautera à la navette. On le sait très bien. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Il n'y aura peut-être pas de navette. Ça tiendra jamais. Si le Sénat vote conforme, il n'y aura pas de navette. Allez, on continue la discussion. On s'arrête quelques minutes. Vous allez prendre un café, vous vous reposez et on revient dans quelques minutes et on continue la discussion. On se retrouve
la phrase de Macron qui fâche, le fichage qui indigne. Et tout de suite, nous avons Christine du Calvados qui, elle, nous appelle. Bonjour Christine. Bonjour Roselyne, petit préambule, je n'appartiens à aucun parti et je suis contre, j'ai très peur des extrêmes. Ceci étant dit, je pense que c'est quand même tout ça un enfumage. Dans la mesure où nous avons un mouvement citoyen, disons, Gilets jaunes, qui doit représenter 3% de la population, qui a des exactions sur la voie publique, qui, à mon avis, doivent être sanctionnées. Après, les flics feront leur boulot en voyant exactement la hauteur des choses. Maintenant, il y a des phénomènes de foule et un gilet jaune peut très bien se trouver à avoir une exaction. Maintenant, vous avez vous-même été témoin de gilets jaunes qui empêchaient la police d'arriver. Je pense que pour redonner de la crédibilité aux manifestations, les gilets jaunes ne doivent pas empêcher la police de faire son action de protection et après ils feront le tri. Maintenant le fichage, quand on voit le fichage S qui est une passoire, je ne vois pas pourquoi on ficherait davantage les gilets jaunes. Ça c'est mon point de vue. Maintenant remettons un peu d'ordre là-dedans. Tout ça, ça sert effectivement à faire remonter les sondages. On a un ministère de l'Intérieur qui veut faire, qui fait son job dans beaucoup de cas, mais qui est là aussi pour laisser des exactions se faire. Et je ne trouve pas ça normal. Voilà. Bon, c'est un peu mon point de vue. Donc le fichage des gilets jaunes, quand ils deviennent casseurs ou s'ils sont casseurs au démarrage, je pense qu'effectivement on n'est pas obligé d'aller au fichage, qu'il y a suffisamment de choses dans les lois pour que ces gens soient répertoriés et punis. Le fichage, on n'est pas quand même devant des terroristes, il faut peut-être pas exagérer non plus. Je pense que le ministère de l'Intérieur a à faire un boulot sur place et un boulot en amont sur des choses qui sont peut-être beaucoup plus graves, mais ne pas se servir des gilets jaunes pour avoir l'air de faire vraiment son travail. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Non, mais vous avez tout à fait raison, Christine. Merci de nous avoir appelé, d'avoir tenu un propos mesuré et balancé. Sarah El Haïry, là, quand même, le procureur de la République de Paris, là, il pousse les choses loin. Elle a interpellé la note quand on en a pris connaissance aussi. Maintenant, c'est plutôt à la justice d'être tranchée, équilibrée. Et la note, effectivement, elle a étonné. Soyons clairs, soyons honnêtes. Le procureur de la République, il est quand même sous la dépendance du gouvernement. Exactement. Sous l'autorité du gouvernement. C'est vrai. Pour ça. C'est vrai. Là, il faut quand même le rappeler à l'ordre. Il a même été choisi pour ça. C'est drôle dans les institutions et que le président de la République a balayé ça d'un revers de main pour choisir le procureur de la République qui aujourd'hui... Eh bien, il l'a choisi, il a fait une note. Ce qui vous indigne, ou en tout cas ce qui vous interpelle et ce qui vous interroge sur une note comme celle de la préfecture, est-ce qu'il ne vous interpellerait pas dans le projet de texte qui a été passé devant les parlementaires sur les anti-casseurs, parce que c'est à peu près la même philosophie finalement. On délègue à une autorité administrative une compétence qui devrait relever. Je voulais m'assurer que le contenu de la note était bien à l'antenne parce comme on reparle après la coupure, que tout le monde soit bien au courant. Moi aussi, j'ai jamais été favorable, je suis jamais convaincue par l'automaticité. Il faut traiter chaque cas. Oui, mais c'est ce qui met un peu dans la note. C'est ça qui est embêtant. C'est le côté automatique. Embêtant, c'est odieux. Je vous l'accorde. C'est peut-être le terme le plus clair. Mais c'est ça qui est pas bon. Alors que normalement, le fait de prolonger une garde à vue, c'est vraiment une situation qui doit être justifiée, qui doit être circonstanciée, comme on dit en droit. Et finalement, là, on voit bien que dans la note, il y a un côté automatique. Eh bien, ça ne me convient pas. C'est aujourd'hui la note c'est une préconisation. Maintenant, elle est suivie ou pas, mais c'est une préconisation. Il n'y a pas de côté obligatoire à la suivre, ça faut quand même le dire. Mais on voit aujourd'hui que... C'est quand même une note du procureur de Paris au parquetier. Donc c'est quand même une note qui encadre la pratique judiciaire. Et elle a été, vous le savez très bien, elle a été beaucoup suivie quand même. Exact, mais j'allais y venir et vu les chiffres, effectivement, elle a été particulièrement suivie. Mais il n'y avait pas d'obligation, et ce n'est pas stricto sensu une obligation, et on serait condamné si on ne suivait pas. Par contre, elle pose question, ça c'est vrai.
Ça, c'est une réalité. Et pour revenir autant la phrase de Macron ne m'indigne pas vraiment, autant, alors là, moi, je suis vent debout contre ces préconisations. Je le redis que ex post, une fois qu'on comparaît devant un juge, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ils le motivent. Il y a un contrôle tellement distant d'une prolongation de garde à vue qu'en réalité, ils ont vraiment la bride sur le cou. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu, de facto, appliquer cette consigne. La phrase de Macron, elle peut ne pas vous indigner, mais elle a des traductions concrètes. Et ça, c'est une des traductions concrètes. Oui, quand on dit on participe au pire quand on va aux manifestations le samedi, il ne faut pas être surpris après que le procureur de Paris prenne ce type de disposition au travers d'une note. Oui, elle date de janvier. Alors, c'est pas le même calendrier quand même. Là, vous faites des rapports. N'y voyez pas. On va passer au troisième volet. L'appétence de Macron sur la question de l'ordre, sur les questions d'autorité, sur la sécurité, c'est quand même aussi la première, des libertés. On a le droit d'avoir un pays calme. On a le droit de manifester. On a le droit de manifester sans avoir des casques. On connaissait Emmanuel Macron, évidemment, quand il a fait sa campagne sur un plan très libéral, c'est un grand libéral sur le plan économique. On ignorait quand même, moi j'ignorais personnellement qu'effectivement c'était quand même quelqu'un qui allait nous réduire les libertés publiques. Et c'est exactement ce qu'on dit aux parlementaires. C'est une loi liberticide. Et Emmanuel Macron a une appétence pour l'ordre. Tout ça ne lui porte pas tort. Ne lui porte pas tort. Pour l'instant, on verra. On est dans l'actu. À nouveau, un bon sondage pour Emmanuel Macron. On regarde les chiffres avec une augmentation significative de la confiance des Français, plus 4, 39%. Le Premier ministre suit d'ailleurs ses traces, avec plus 6. Et on voit que 38% de confiance, plus 6. Et on voit bien la courbe. Qu'on remette la courbe où on voit que le président de la République est revenu à son taux de confiance de juillet 2018. Et c'est Gérard Longuet qui nous explique ce qui se passe. Quand vous êtes président, vous l'êtes pour 5 ans. Si vous avez un peu de sang-froid, vous pouvez étaler les grains et éviter les récifs. Deuxième remarque, il parle beaucoup. On savait qu'il était jeune, ça il l'est encore. On sait qu'il connaissait des dossiers en général, pas tous, pas complètement, mais il les connaît. Et il a l'appareil de l'État et un outil pour occuper, et on le prouve, les médias. Il s'offre des heures et des heures de télévision. Alors, c'est vrai qu'il a du sang-froid, et c'est vrai qu'il y a aussi une lassitude dans la violence des Gilets jaunes qui lui sert énormément. Alors, bon sondage, Sarah El Haïry, vous expliquez ça comment ? Parce que c'est vrai que dans l'étude de l'opinion, des mouvements de l'opinion, en général, il y a un classique que disent tous les sondagiers. Quand on se met à glisser le long de la falaise, en général, on dérape et on se rattrape jamais. Là, il semble bien que Macron ait quand même renversé une donne assez classique des études d'opinion. Moi, vous savez, d'habitude, quand les sondages baissent, je commente pas en disant que ce sont des sondages et il faut les prendre tels quels, mais je ne les commente pas. Donc là, quand ils augmentent, vous imaginez bien que ça me fait plaisir, mais je ne vais pas rentrer dans le commentaire. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'il faut être dans l'équilibre des deux. Par contre, moi, il y a un point qui m'a étonnée dans ce sondage, c'est que depuis quelques semaines, on entend le président de la République est en train de faire une politique de droite, une politique de l'ordre. Et bien pas du tout. Quand vous regardez le sondage dans le détail, il prend 14 points à la gauche. Chez les socialistes. Mais oui. Mais les socialistes, et finalement, sont-ils de gauche ? non mais c'est fou. C'est fou. Existe-t-il encore ? Et là, ça casse tout, puisque chez les sympathisants, on va dire les républicains, il est à plus 2 ou plus 3 points, donc c'est assez faible. Mais finalement, chez les socialistes, 14 points. Alors moi, j'aime bien débattre, mais quand on me dit, vous êtes en train de faire une politique de droite, l'ordre juste, alors que... Vous vous souvenez de l'ordre juste, de qui c'était ? Alors, peut-être que les Français ont envie... Chez les Républicains, il y a une baisse de 1 point. Et ben voilà. Une baisse de 1 point, et effectivement, c'est au Parti Socialiste. Et alors, chez la France Insoumise, évidemment, moins 3 points, d'accord, mais la confiance était évidemment tout à fait mesurée. Mais enfin, il y a quand même 19% des militants de chez vous qui font confiance à Emmanuel Macron, Sergio Coronado. C'est incroyable. Moi, ce qui m'étonne depuis quelque temps, c'est... je suis un peu comme vous, en fait. Je suis très réservé pour commenter des sondages parce que j'ai vu des publications sondagières depuis un certain temps qui me semblent parfois surprenantes. Par exemple, dans un des derniers sondages publiés sur les élections européennes, quand je me suis attardé sur le détail, j'ai constaté que le score qui est donné à la France Insoumise était basé sur le fait que nous n'aurions
pas de votants chez les étudiants, pas de votants chez certaines catégories de la population, où au moment de la présidentielle, nous avions remporté des scores assez importants. Donc moi, je suis assez réservé. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que l'organisation du grand débat, qui aurait pu être organisé autrement. Hein. Je vous rappelle que le gouvernement n'a pas seule légitimité pour l'organiser. Il y a une commission nationale du débat public. D'ailleurs, Chantal Joanneau avait dénoncé la volonté d'instrumentalisation. Mais que le grand débat offre un peu d'oxygène à Emmanuel Macron. Ça a été dit par un représentant, de la par un représentant des Républicains ce matin, je crois, ou hier. Il était quand même au fond de la mine. Là, il retrouve un peu des couleurs. Bon, voilà. Donc, après, moi, je ne sais pas ce qui sera la situation politique à la sortie de ce grand débat. D'abord parce que le grand débat, contrairement à ce qui nous est asséné depuis un mois bientôt, Le Monde en a fait une étude très précise, ce n'est pas un succès éclatant. 180 000 participations, contrairement aux chiffres qui sont donnés par le gouvernement. Les chaînes d'infos continues l'ont constaté. Au début, ça intéressait beaucoup les téléspectateurs. Très vite, l'intérêt a décru. Donc, la question, elle est politique. Qu'est-ce qu'on fait à la sortie du grand débat? C'est-à-dire face à des revendications qui ont un soutien très important dans la population, parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'à la fois, il regagne des points de popularité, mais que sa politique est toujours aussi contestée. Quand vous regardez les sondages sur sa politique, pas sur sa personne, il y a entre 65 et 70% des Français qui la contestent. Et donc, face à ça, quelle va être la sortie de crise? Alors, Bertrand Perrier, quand même, vous, l'homme, l'éloquence, c'est un sport de combat. On peut quand même saluer une espèce de résilience. Gérard Longuet a raison. C'est-à-dire que le président de la République a repris la main par ces réunions publiques extrêmement longues qui ont été assez saluées comme un succès qui sont objectivement... Il y a peut-être aussi un effet lassitude des Gilets jaunes. Bon, il y a un effet de lassitude, probablement. Il y a de moins en moins. Et puis, effectivement, il a repris la main grâce à des opérations de grand débat qui étaient aussi de gigantesques coups de com' répétés, sur lesquels il a été objectivement bon. Alors après, vous pouvez le trouver mauvais par principe. Non, je n'ai pas dit ça. Non, vous me dites par qui? Bah, par tout le monde. Tout le monde a trouvé qu'il était plutôt bon dans l'exercice. Après, on peut dire que c'est de l'enfumage. Enfin, il s'est effectivement mis en avant beaucoup et qu'il en a touché les dividendes. Après, encore une fois, tout ça est très friable, très incertain. Et on verra à la fin du grand débat si tout ça n'est pas une gigantesque déception qui fera retomber le soufflet. Mais c'est vrai qu'il a mouillé la chemise et qu'il en retire les dividendes. Alors, je passerai la parole à Pierre Jacquemin après, parce que j'ai Monique du Rhône au téléphone. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Alors, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, Monique. Comment vous expliquez que ce président remonte dans les sondages? Je trouve ça quand même vraiment bizarre que et que je ne comprends plus les Français là. Parce qu'il était, il y a 3-4 mois, il était vraiment en dessous de tout. Et maintenant, parce qu'il a eu des belles paroles qui, pour l'instant, rien n'est tenu, qu'on le voit comme ça remonter à 39%. Je trouve que les Français, franchement, c'est des girouettes, quoi. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Ah oui, je suis très surprise et je suis très déçue que les gens, comme ça, n'attendent pas au moins la fin du grand débat pour se prononcer et voir ce qui va en ressortir. Mais Monique, pardon, c'est Bertrand Perrier. Est-ce que vous êtes attentive aux propos du président de la République? Est-ce que ça peut vous faire changer d'avis ou est-ce que vous êtes hostile par principe? Est-ce que vous avez voté pour lui? Non, je ne suis pas hostile par principe. Moi, j'ai une vie assez privilégiée, donc je ne suis pas hostile par principe. Mais je trouve qu'il parle beaucoup, et qui traite tous les jours les gens de la même façon avec ces petites phrases ironiques. Et je ne comprends pas que les Français, ils puissent se laisser rabaisser comme ça. Et qui maintenant, de 23%, je ne me rappelle plus combien il avait, qui remonte à 39%, alors qu'on n'a encore rien de vraiment concret. On n'a que des paroles. Je ne comprends pas, je suis très déçue par les Français. Monique, Sarah El Haïry, qui est députée MoDem, vous parle, Monique. Vous dites que rien de concret. Mais en attendant, quand la colère s'est exprimée, il y a eu des mesures très fortes en décembre, avec la suppression... Je pense à la suppression de la hausse sur les carburants, la revalorisation sur le plafond pour les retraites, passant à 2000, la prime d'emploi. Est-ce que tout ça, vous l'entendez ? Bien sûr que j'entends. J'entends très bien même. Mais je vais simplement vous dire une histoire qui m'avait choquée. Le Premier ministre, il y a quelques années il avait parlé, comme si c'était vraiment de 260 € de pouvoir d'achat pour certains Français. 260 €, c'est même pas le prix d'une baguette par jour. Or, moi, j'ai perdu avec la CSG plus de 500 €.
Donc, je me plains pas parce que je suis privilégiée par rapport à beaucoup de gens. Mais ce qu'ils ont proposé d'augmentation, ça ne paye pas la baguette par jour. Oui. En réalité, si vous regardez, pour ceux qui touchent qui peuvent prétendre au maximum parce qu'ils en ont besoin, c'est 100 € par mois supplémentaire, ce qui fait à la fin de l'année quasiment un 13e mois, hein, si on arrondit un petit peu, et si on est autour du SMIC, on est à 1200 potentiellement de pouvoir d'achat supplémentaire. Mais il y a eu plein de choses. Je ne dis pas que c'est suffisant, Monique. J'entends qu'il faut des réformes et des transformations profondes, et la vraie réponse, c'est l'augmentation des salaires. Mais c'était vraiment pour entendre si vous aviez entendu ces premières mesures. Merci Monique. Merci, vous avez dit que les Français étaient des girouettes, on a bien compris. On va voir si ça change encore dans l'autre sens. Alors, autre sujet qui vraiment n'a rien à voir. Pierre, je suis désolé, je voulais parler du hijab. Vous permettez que... Voilà, vous aurez l'occasion de revenir et de dire tout ce que vous avez à dire sur le sujet. Je suis sûr que vous ne vous réjouissez pas de la montée dans les sondages d'Emmanuel Macron. Ni du Front National, c'est ça qu'on n'a pas dit justement. Oui, c'est que voilà, dans les deux vainqueurs, il y a quand même le Rassemblement National aussi. Et oui. Et les autres, les grenouilles qui coassent autour de la mare sans arriver à se faire entendre. Alors, parlons du hijab. Le Décathlon semble renoncer à la mise dans ses rayons de ce hijab de course, si je puis dire, de ce hijab de running. Et on écoute Jean-Christophe Lagarde sur cette affaire. Je félicite toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés, dans tous les camps politiques d'ailleurs, contre cette attitude commerciale qui visait en réalité à capter une clientèle, mais surtout à accompagner un mouvement contre lequel la République doit se battre. Mais c'est totalement légal. Bien sûr que c'est totalement légal, sauf que c'est contraire aux valeurs de la République française. Les valeurs de la République française, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est certainement pas de faire du sport sous une camisole. Mais on peut obliger les gens à s'habiller d'une certaine façon ? On ne peut pas les obliger, mais on n'est pas censé, entre guillemets, les inciter, parce que dans l'espace public, et quand on fait du sport, c'est pas chez soi, sinon on n'a pas besoin de ça d'ailleurs. Des réponses. Alors, c'est l'émeute sur le plateau, Bertrand Perrier. C'est pas l'émeute, c'est consternant d'entendre ça. Considérer en fait qu'une femme qui porte un foulard, qu'elle fasse du sport dans l'espace public ou qu'elle se promène tranquillement et contrevient aux valeurs fondamentales de la République, c'est considérer en fait qu'elle ne fait pas partie de la communauté nationale. Ça fait 30 ans que notre pays est agité par des polémiques montées en épingle, là, parce que cette histoire a commencé avec une déclaration d'une porte-parole des Républicains. Le Rassemblement national a rembrayé, la fachosphère sur Twitter. En fait, voilà, c'est une polémique montée de toutes pièces. Il y a d'autres sujets importants qu'on pourrait évoquer. Le changement climatique, la pollution, la politique fiscale, le grand débat. Non, c'est sur cette question-là qu'on s'emballe, que des journalistes ou la classe politique s'emballe. Mais de quoi s'agit-il ? De la vente d'un produit qui n'est pas interdit par une entreprise privée. Enfin, en quoi ça contrevient à la laïcité ou aux valeurs fondamentales de la République ? Je ne comprends pas, moi. Bertrand Perrier ? J'ai rien de plus à dire. Non, mais objectivement... On peut être d'accord. Non, mais on a l'air de découvrir qu'il y a des gens qui portent le voile en France. Bah oui, il y a des gens qui portent le voile en France dans l'espace public. On peut trouver ça bien ou pas bien. C'est pas la question. Mais c'est pas le problème. On est dans un pays laïque. La laïcité, c'est le respect de toutes les religions tant qu'elles ne créent pas de troubles à l'ordre public. Et il y a des femmes qui portent le voile dans l'espace public. Et il y a des femmes qui voudraient faire du running avec ce voile qui est l'équivalent pour le sport honnêtement, je ne vois pas le problème, sauf parce qu'on considère après, mais c'est une position politique, de dire que le voile est un asservissement de la femme, etc. D'abord, il ne l'est pas toujours et il ne l'est pas systématiquement. Et je ne vois pas au nom de quoi l'État s'offusquerait de la commercialisation de ce qui n'est rien d'autre. Là, l'État n'a rien dit, là, en l'occurrence. Pas l'État, pardon. Que des responsables politiques s'offusqueraient de la commercialisation par une entreprise privée d'un vêtement qui n'est rien d'autre que l'équivalent sportif. Du voile qui est porté quotidiennement par des milliers de femmes dans l'espace public. Enfin, je suis très surpris. Même pas des milliers de femmes en plus. Non, mais c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on entend l'ensemble de la classe politique quasi unanime dire que c'est scandaleux que cette marque de magasin de sport décide de mettre à disposition pour des femmes qui souhaiteraient aller faire de la course à pied, de s'habiller dans un style vestimentaire qui est le leur, qui est leur choix, les entendre parler de liberté, comme si elles-mêmes ou eux-mêmes, en tout cas, avaient cette notion de liberté, étaient libres de s'habiller comme ils voulaient. Vous, Roselyne, moi, je ne suis pas libre de m'habiller comme je veux. On est tous conditionnés par des faits divers et variés. Donc, à un moment donné, cette histoire dont on va donner des leçons à des femmes, et comme par hasard, c'est les femmes musulmanes à qui
qui on va leur donner des leçons de comment elles doivent s'habiller. C'est insupportable. Il y a eu l'affaire du voile à l'école, ça a été un débat insupportable parce que qu'est-ce qu'on préférait? On préférait que les filles n'aillent pas à l'école, on préférait les laisser chez elles. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les filles n'aillent pas courir, n'aillent pas sortir de chez elles. C'est ça qui est insupportable, c'est l'absence de réflexion sur notre propre idée de ce qu'on peut faire de Eric, quand même, l'ensemble de la classe politique, c'est ce que dit Jean-Christophe Lagarde, s'est ému et a obtenu que Decathlon retire le hijab de ses rayons. Et vous savez pourquoi? Parce que finalement, il y a eu une polémique et il y a eu une instrumentalisation même de la part de Decathlon sur ce sujet-là. Ils ont voulu, en mettant en lumière, en faisant une mise en scène, eh bien, ils ont provoqué la tollé de la classe politique, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui courent avec un voile. Ça existe déjà. Elles courent avec un voile, elles courent avec une casquette, elles courent les cheveux attachés, les cheveux pas attachés. Je veux dire, le sujet est absolument pas là. Et le fait de vouloir utiliser ce sujet-là pour diviser les Français et dire, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ceux qui considèrent que c'est respectueux ou pas, le sujet n'est pas là. Moi, ce qui m'a déçu, parce que moi, j'ai été déçue de voir une belle entreprise française utiliser volontairement oui, le voile, un sujet qui, dans notre société, aujourd'hui, provoque des réactions, parce qu'on peut se le dire, provoque des réactions, eh bien, comme un outil commercial, comme un outil buzz. Eh bien, c'était la condamnation de ça. Qui veulent s'habiller avec je dis rien du tout à aucune femme. Par Internet à au Maroc, aucune femme. Moi, je crois en la laïcité, c'est-à-dire le fait de croire ou de ne pas croire. Il y a plein de femmes qui courent avec la tête couverte ou pas, d'ailleurs, que ce soit pour des raisons religieuses ou pas. Parce que quand il fait chaud, ça a à voir avec la laïcité. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Dans l'espace public, on peut se promener librement, c'est pas interdit par la loi. Vous dénoncez une instrumentalisation par une entreprise. Moi, ce que j'ai constaté hier au moment de la polémique, c'est un déchaînement de propos islamophobes, un déchaînement de propos de stigmatisation contre des femmes qui sont des citoyennes françaises, qui sont des compatriotes et qui ont le malheur, aux yeux de certains, de pratiquer l'islam. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, et à nouveau, un homme arrive totalement dévoilé. Ah. C'est Christophe. Et qu'est-ce qu'il nous a préparé, Christophe? Eh bien, on va continuer sur le fond et la forme, sur Decathlon, on va y revenir. On va revenir aussi sur un sondage qui fait du bien à l'exécutif, un peu moins à Laurent Wauquiez, on vous expliquera pourquoi. On va parler des dernières sorties du président, elles font le buzz, pas seulement, vous l'avez vu et vous en avez parlé sur Internet, qui refuse, je cite, une démocratie de l'émeute. On parlera d'un hold-up, c'était hier en fin de journée. Les Néerlandais, KLM, Air France, eh bien oui, et puis un ministre de l'économie qui, lui, encore une fois, après Ford, n'était pas au courant. Et puis, sans trop vous en dire, d'une stagiaire qui vient de l'Est et qui arrive au Parlement européen sur fond d'espionnage. Et on sera avec Valérie Boyer, qui sera notre invitée sur ce plateau. Et on sera en direct avec Brune Poirson du Salon de l'Agriculture. Quand l'écologie n'est pas polémique ou politique, eh bien, on verra ça ensemble. Donc, menu très alléchant. Donc, vous allez retrouver Christophe et ses invités dans un instant. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se retrouve, évidemment, dès 9h demain matin pour l'heure de Bachelot. Et cette journée, vous la passez sur LCI, évidemment. Belle journée.